Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux d'être encore ce soir avec vous dans l'émission Web Presse qui reçoit, comme je l'avais dit la fois passée, la même équipe pour continuer à débattre de deux sujets aujourd'hui de grande importance, la cacophonie au sein de l'UDPS et la venue du ministre des Affaires étrangères rwandais, l'implication politique. Donc je suis avec Harold Badibanga de la RTGA, Roland Isso de Molière Télévision et Laurent Onyema de Africa Télévision. Alors, très heureuse une fois de plus, mesdames et messieurs, et merci de nous être fidèles et j'attends toujours vos réactions. Et cela me fait très plaisir parce que mon téléphone explose à chaque fois que passe Web Presse sur les antennes de Congo Web Télévision. Alors, la première question revient à Laurent Onyema, la cacophonie au sein de l'UDPS. On se pose la question, chers confrères, qu'est-ce qui se passe au sein de l'UDPS? La première question, y a-t-il maintenant des ailes Paris, comme on dit à Wenge? Y a-t-il L Paris UDPS ou L Kinshasa UDPS? On n'y comprend plus rien. Alors, comment vous voulez, merci déjà pour cette invitation doublée d'assez d'encouragement de nos téléspectateurs. Qu'est-ce que vous voulez comprendre de l'UDPS? L'UDPS est tout simplement dans la marmite d'une certaine classe politique congolaise qui joue, n'ose pas, à la politique du ventre. Parce que l'UDPS devient depuis la nuit des temps un patrimoine national. Quand on s'est vu un parti politique sérieux, il y a comment dirais-je, un comportement qu'il faut adopter. Il y a une façon, n'ose pas, de voir les choses qui soit différente des communs des mortels. Moi, je me suis toujours posé la question, depuis que Etienne Tshisekedi est arrivé, il a pris les arènes du parti, depuis la politique de l'exclusion a régné. Madame, quand vous voulez construire une démocratie, déjà comme parti politique, à l'interne, il faut qu'il y ait, n'ose pas, des principes de démocratie. Donc vous estimez qu'à l'UDPS, il n'y a pas la démocratie? Les partis disparaissent à partir du moment où on terne, n'ose pas, le débat. À partir du moment où on évite la contradiction. On a dit à Etienne Tshisekedi qu'il faut laisser tous ces gens-là travailler avec lui. La preuve, vous avez même vu, on a exclu les députés nationaux qui ont été élus sur les listes de l'UDPS, alors qu'on pouvait s'appuyer sur ces députés, parce que vous ne pouvez pas proposer une chose et son contraire. Vous avez dit, par exemple, que nous ne voulons pas aller au Parlement. Qu'est-ce que vous proposez comme alternative à ces députés-là? On n'a pas été réaliste. Quiconque savait que Serge Mayamba devait aller au Parlement, que Sami Badibangui devait aller au Parlement, même ceux qui l'ont soutenu, CET et DTP. Mais tu vois, la politique, la politique qui n'est pas réaliste consiste à dire quoi? Tshisekedi ou rien. Un parti politique comme l'UNC, comme d'autres partis en Afrique du Sud, doivent être au-delà des individualités. Si nous résumons autour des individus, nous n'allons pas avancer. Qu'est-ce qui se passe à l'UDPS aujourd'hui? C'est quoi? C'est que l'UDPS se réclame à Kinshasa avoir gagné les élections. Par conséquent, Etienne Tshisekedi a prêté serment. Et dans la pratique, il devrait créer toutes les conséquences de cette prestation de serment. Dans l'entretemps, à Paris, il y a aussi une autre approche, comme l'autre verset qui est au Parlement, représenté par Sami Badibangui et les autres. Alors, si vous regardez avec les lunettes de scientifiques, vous pouvez comprendre que l'UDPS disparaîtra avec Etienne Tshisekedi. Là, je prends Harold Badibanga. Alors, Harold, la cacophonie au sein de l'UDPS, le problème, est-ce M. Etienne Tshisekedi lui-même? Parce qu'on ne comprend pas son silence face à ce deux sons de cloche par rapport à la signature de cette alliance avec la PARECO et la RP. Pourquoi est-ce que Tshisekedi ne parle pas? Je ne dis pas que le problème c'est Tshisekedi lui-même ou pas, mais je réponds par un principe qui dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Le parti Union pour la démocratie et le progrès social est aujourd'hui incarné par la personne du leader Maximo Etienne Tshisekedi Wamulumba. Est-ce que le parti doit-il être incarné par son chef ou par ses idées? C'est ça le problème. C'est ça le mal. Je dis que c'est une politique congolaise de manière particulière et africaine de manière générale. Je dis qu'il n'y a pas de parti démocratique au Congo et en Afrique de manière générale parce qu'on se met dans le carcan de la politique telle qu'il n'y a
qu'une seule place en dessous d'un bonnet pour une seule tête. Il n'y a qu'une seule place pour un seul caïman dans un marigot. Alors que dans la politique, ça ne se ferait pas ainsi. Si, pire que les partis politiques qui militent pour la démocratie devraient commencer par prouver que en leur sein propre, il y a de la démocratie. Alors, pour revenir à ce qu'il y a pour le moment au sein de l'UDPS, il y a une sorte de frustration. Une sorte de frustration parce que les organes centraux du parti ne fonctionnent pas. Lorsqu'il y a un bureau politique qui fait office du Parlement au sein d'un parti politique, il faut dire que c'est ce bureau politique qui doit à son sein engager des débats pour donner des lignes directives au comité exécutif qui doit mettre en exécution les orientations, les recommandations du bureau politique. On se rend compte que depuis la nuit de temps au sein de l'UDPS et même dans beaucoup de partis politiques, si pas la totalité au Congo, cela n'est jamais le cas. C'est plutôt une décision prise par un individu qui arrive à influer ses humeurs, son tempérament sur les organes centraux du parti. Et la conséquence, c'est que vous vous rendrez compte que ceux qui sont au Parlement aujourd'hui se réclament malheureusement de l'UDPS, mais sur le plan de droit, ils ne sont plus de l'UDPS parce qu'ils ont été mis dehors. Et ils bénéficient des lois de la République qui pensent que lorsqu'un député a été radié de son parti, il garde son mandat, mais lorsqu'il quitte de lui-même de son parti, il le perd. Par rapport à ce qui se passe en Europe, la décision des uns et des autres de rallier le mouvement de Ngwanda et consorts, une décision qui semble ne pas être acceptée par Kinshasa. Moi, je mets ça sur la tête du manque de dialogue au sein du parti. On sait bien que si c'est une décision, si c'est une possibilité qui s'offre, si on engage le débat au niveau du parti, la décision ne viendra pas du parti, mais d'un individu. Voilà pourquoi les membres de l'UDPS au niveau élevé, ils vont en électron libre, ils ne savent pas à quel sens se vouer. Alors, Roland Issou, comment expliquez-vous le silence du Sphinx? C'est toujours le mythe, le Sphinx, il ne parle jamais. Même si son parti est en train de couler, il y a des remous au sein de son parti, il ne parle pas. Il réagit jamais. Au sein de l'UDPS, il y a un problème de leadership maintenant parce que le Sphinx semble être très fatigué. Ça, il faut se le dire. Je voudrais revenir avant l'organisation des élections. Il y a eu un comité qui a été mis en place pour les préparatifs du congrès de l'UDPS. Après le comité a connu le problème. Il y a eu division. Il y a eu d'un côté l'aile Belchika et de l'autre côté les Moubake et les autres qui sont restés. Ils ont organisé le congrès, ils ont choisi, plébiscité Étienne Tshisekedi comme candidat. De l'autre côté, Tshisekedi rentrant au pays fatigué, il se dit, organisant encore un autre congrès où il est plébiscité candidat président de la République. Déjà là, il y a un problème. Il y a El Rigini et El Limete. Aujourd'hui, il y a El Paris aujourd'hui. Hein? On évolue. C'est lui qui est le porte-parole du président de la République, entre guillemets, Albert Moleka. Il fait une déclaration par rapport à cette alliance avec la Pareco. Et ici, à Kinshasa, c'est contredit. On a encore d'autres mouvements qui se réclament toujours d'une autre alliance. Cette fois-ci, c'est la majorité présidentielle populaire, avec le Dioumi et les autres. Alors, on s'est dit quoi? Au sein de l'UDPS, il y a eu une crise de leadership. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous revenons des temps passés, on pouvait voir le Sphinx s'élever, donner de mots d'ordre, et cela était exécuté à la lettre. Donc, l'UDPS, je rejoins Laurent, c'est qu'il venait de dire, l'UDPS se meurt petit à petit. Et il va suivre le même rythme, la même roue comme le MLC, le MPR qu'on a connu et tout ce parti politique. Arod a relevé quelque chose de très important. Aujourd'hui, en Afrique, nos partis politiques sont incarnés par des leaders. Quand le leader n'est pas là, le parti politique se meurt petit à petit.
On voit aujourd'hui le MLC qui se meurt. Il y a des divisions. Ada Bombole qui s'est déclaré candidat président de la République, alors que le parti dans le Congrès a plébiscité Jean-Pierre Bemba comme candidat président de la République. Donc, c'est la même chose. Cette cacophonie est sérieuse au sein de l'UDPS. On voit aussi le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale qui se proclame toujours être de l'UDPS. Il dit... Je rentre dans ma neutralité, je suis de l'UDPS. Comme étant membre du bureau de l'Assemblée nationale, je suis neutre. Et je suis de l'UDPS. Et le parlementaire, il y a même un parlementaire qui est candidat pour le poste du porte-parole de l'opposition. Donc cette cacophonie-là, elle est sérieuse. Et qu'est-ce que ça va produire? La disparition et la force du grand parti que nous avons connu de l'opposition, l'UDPS. Alors, je voulais amener une nuance de taille, parce que moi, je refuse qu'on parle ici de la classe politique congolaise, en réalité. Je veux qu'on y amène la nuance en disant qu'il s'agit d'une certaine classe politique congolaise. Parce que dans la conception selon laquelle les futurs sortent du passé, eh bien, on ne peut pas falsifier le passé, mais on peut corriger le passé par les futurs. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire? Le problème de nos partis politiques dans une approche globale et globalisante, c'est d'abord un problème d'éthique politique. Quand on est un politique, quand on veut participer plus tard à la gouvernance étatique, il y a un comportement d'État. Quand on devient ministre, ce n'est pas à ce moment-là qu'on va faire le footing pour apprendre comment il faut être un homme d'État. C'est dans la pratique à l'intérieur des partis politiques. Mais est-ce que les partis politiques de notre pays aujourd'hui sont des écoles de formation? Sont des écoles de formation. Tout de suite, je vous dis non. Moi, j'ai travaillé quand j'étais étudiant sur les partis politiques. Le professeur Bouchard a écrit entre le Faucon et le Colombe où vont les partis politiques. Ce qui se passe à l'UDPS, c'est exactement les prototypes de nos partis politiques. Mais il faut aussi soulever l'aspect selon lequel il n'y a pas de débat. C'est les débats qui tuent les partis politiques. Aujourd'hui, on ne parle plus, comme m'a dit Barack Obama, on n'identifie plus, n'est-ce pas, les entités par rapport aux hommes, mais c'est par rapport aux institutions, par rapport à l'administration. Les partis politiques dans notre pays sont exclusivement à l'image de leurs leaders. Si vous regardez, on en a autour de 400 aujourd'hui. MLC, depuis que Jean-Pierre Bemba est parti, c'est la cacophonie. L'Équateur pense que c'est leur patrimoine privé. C'est ça le problème. Et on y amène un certain Thomas Louaka qui exactement roule pour les gens de l'Équateur. Il faudrait que nous puissions dire la vérité. À l'UDPS, il se pose aujourd'hui un problème, n'est-ce pas, d'après Tshisekedi. Son fils, et on ne sait pas exactement ce qu'il veut. Alors, il y a Moleka qui est en train de jouer, n'est-ce pas, un peu à la souris. Mais aussi, ces députés qui ont été élus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça serait vraiment une recette pour l'UDPS. Mais l'UDPS, c'est parce qu'on a tué le débat et Tshisekedi lui-même n'a pas compris qu'il faut qu'il quitte les choses avant que les choses ne le quittent. Parce qu'aujourd'hui, il ne représente plus rien. Mais l'UDPS demeure un patrimoine. Quand nous disons la vérité, les gens sont quand même malheureux, mais il faut qu'on arrive à dire la vérité pour que même l'État congolais organise des assises. Aller au Parlement, retrouver les députés en train de parler. Il n'y a même ni la discipline du parti. C'est l'explication qu'on a, par exemple, des ceux qui sont partis du RCD. Quand on leur dit, restons dans l'opposition, il y en a qui veulent une France aller au pouvoir. La conséquence, les partis ne sont pas forts. Et donc, mais je crois qu'il ne faut pas confondre beaucoup plus la question, par exemple, de partis politiques comme le MLC, où le leader est parti, et les gens de sa province réclament la paternité du parti, et la question du DPS qui découle d'une paternité de la cacophonie qui est Je voudrais revenir sur un fait. Il faut nuancer. Le problème du MLC, ce n'est pas un problème où l'Équateur ou les Équatoriens réclament la paternité du parti. Je crois bien aujourd'hui le secrétaire général adjoint du MLC. C'est visible à Damboboli, on a proposé Joly à la CENI. Attendez, et ainsi de suite. Attendez que je finisse. Ensemble, on est parti parce qu'on lui a dit qu'il était du Kasaï. Attendez, on va pas tomber dans le il y a tribalisme des problèmes de aussi intrinsèques que ça, dans la quintessence de choses. Il y a de preuves, ils peuvent vous donner de preuves par rapport peut-être au pourquoi du départ de François Mwamba, qui a dirigé le parti, en qui Jean-Pierre Bemba avait donné toute la confiance, et il a amené le MLC là où il est arrivé, récupéré revenons vraiment dans l'UDPS. Actuellement, le secrétaire général du MLC, il est
il est du coin de Monsieur Laurent Onyemba et son adjoint, il est de l'Équateur. Je ne pense pas que ce soit un problème ou des disputes en ce qui concerne des provinces. Je ne connais pas s'il est de mon coin. Je suis d'accord. Pour votre information, je suis d'accord. Et Thomas Waka n'est pas moutété là. Pour votre information. Je suis tout à fait d'accord par le fait de dire que nos partis sont incarnés par le leader. Mais en ce qui concerne le MLC, de dire que c'est une paternité de l'Équateur. Vous ne partagez pas. Alors, Harold Badibanga, il y a eu cette alliance à Paris. Il y a eu, c'est passé, même RFI a relancé. C'est toujours par RFI qu'on a de fois les bonnes ou mauvaises informations, entre guillemets. RFI a relayé l'information qu'il y a eu cette alliance. Mais que cache cette alliance-là? La population voudrait bien... Comment est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se posent la question, comment est-ce qu'aujourd'hui, Tshisekedi peut s'allier à Ngwanda? Entre guillemets, c'était quand même son bourreau à l'époque. Alors, est-ce que les choses ont changé? Ou c'est pour l'intérêt général du Congo? Comment des ennemis d'hier peuvent aujourd'hui se mettre ensemble? Cette union, s'il existe réellement dans le chef de Tshisekedi, est à mettre à l'actif du principe qui dit qu'en politique, les alliances se font et se défendent. Les meilleurs amis d'aujourd'hui peuvent être les meilleurs adversaires de demain et vice-versa. Moi, je pense que nous ne pouvons pas condamner l'alliance. Parce que les lois de la République elles-mêmes permettent la liberté d'association politique, socio-culturelle et tout ça. Mon problème, c'est le fond de l'alliance. L'alliance a été mise sur pied pour quel intérêt? Et c'est pour quel intérêt? Cela n'a peut-être pas été dit, mais moi je tire en tant que journaliste, bouche descend bouche, parole descend parole, la sonnette d'alarme à ce niveau. Pour dire, nous avons les lois de la République qui nous gouvernent. Dans la Constitution, on nous dit, le mode d'accession au pouvoir est celui-là. Vous n'êtes pas d'accord avec Laurent Onyemba qui est président de la République, qui est premier ministre. Il y a des canaux légaux qu'il faille utiliser pour arriver à le déloger et prendre le pouvoir. Les élections. L'alliance qui est sujette à problème au sein de l'UDPS vise la mise sur pied des stratégies pendant ces 5 ans pour qu'à l'horizon 2016, qu'on arrive avec l'UDPS, le Pareco de Rwanda et RP, à conquérir le pouvoir en soumettant une candidature unique, encore que le passé a fait preuve au Congo que les opposants n'arrivent pas à se mettre ensemble quand il faut se partager de pouvoir, tout ça, à présenter un candidat qu'il faudra mettre en face de celui que l'autre famille politique pourra présenter, je suis bien d'accord. Mais lorsqu'il faut se réunir pour marcher sur les lois de la République et penser qu'il faut revenir au pouvoir ou prendre le pouvoir par le Kalachnikov, je pense que c'est une entreprise criminellement malhonnête à laquelle moi, en tant que républicain, je ne peux pas adhérer, et par conséquent, je demande au peuple congolais de réserver une fin de non-recevoir à une telle entreprise qui est au fait de nature à ne pas permettre l'avancement de la démocratie au Congo. Roland Issou, comment est-ce que vous expliquez cette alliance entre Tshisekedi, Ngwanda et Faustin Monene? C'est une question de temps. Harold a relevé tout à l'heure, les amis d'aujourd'hui peuvent devenir les adversaires de demain, ou les adversaires d'aujourd'hui peuvent devenir les meilleurs amis de demain. Cette alliance, je crois que si elle profiterait dans le voie légal, en ce qui concerne que Tshisekedi récupère son impérium comme ils le disent, je suis tout à fait d'accord parce qu'il faut utiliser des voies qui sont légales. Mais s'il s'agit de prendre les armes, là, les Congolais ne sont pas d'accord. Nous avons déjà orchestré autant de morts. Et le pays a encore un problème à l'Est. Et vous le savez, il y a de bombardements, il y a le M23 qui est là, il y a le gouvernement qui a reconnu même l'implication du Rwanda dans cette affaire de l'Est. Donc, nous avons encore beaucoup à faire. Je crois... Vous croyez que c'est une distraction? À une perspective dans ce pays. Il faudrait que le politique congolais, la classe politique congolaise accepte une chose, de se mettre d'accord autour d'une table et de relever beaucoup de principes par rapport à l'avenir de ce pays. Pendant la transition, il y a un des objectifs que les Congolais n'ont pas atteint. C'était la réconciliation nationale.
nous ne sommes pas arrivés à nous mettre d'accord sur bon nombre de points, à nous parler ouvertement. Vous savez, lors de la conférence nationale souveraine, il y a eu près de 3000 Congolais qui sont restés là près de 2 ans à mettre en place de résolutions devant conduire à la destinée meilleure de ce pays. Mais cela a été bafoué. On a comme l'impression que tout ce qui se passe dans ce pays est bafoué. On organise les élections, il y a un président qui est à la tête de ce pays, les autres se disent non, nous ne sommes pas d'accord, on va prendre des armes, on va créer des alliances. C'est comme aussi les politiques congolais, ce sont des politiques de circonstances, des intérêts privés et personnels. Donc ils sont là en train de regarder qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour récupérer l'intérêt ou le pouvoir de leur côté, de bénéficier eux et leurs familles. Le donisme ne paye pas. Avec le temps, je crois que le Congo doit se mettre d'accord. Mobutu l'a dit, nous sommes un grand pays. Nous sommes un grand pays, nous devons être fiers de ce pays. Kabila l'a dit, il a relevé plusieurs fois. Lumumba l'a dit, il a relevé plusieurs fois. Donc, il est aussi un problème à la tête de politique congolais. Qu'ils se mettent d'accord. Ces alliances... pardon? Une minute. Ces alliances-là, si ça peut nous conduire à nous mettre d'accord et à utiliser de voies légales, je ne vois pas l'inconvénient. Mais si cela c'est pour tuer des Congolais, amener encore des armes, prendre des Kalachnikov, là je ne suis pas d'accord. Oui, vous voulez rebondir? Moi je me suis dit, j'aurais bien voulu me taire par rapport à cette question parce que jusqu'à ce jour, Etienne Tshisekedi Wamulumba qui immatricule l'UDPS ne s'est pas exprimé. Mais c'est ça la question. Ça risque de ressembler justement à ce qu'on a connu avec le M23. C'est peut-être un silence coupable qui dit mon consent. UDPS, Tshisekedi lui-même ne s'est pas exprimé jusqu'aujourd'hui. Nous attendons, comme je l'ai dit à Tshisekedi, sur cette table qui devait s'exprimer par rapport à la déclaration de M23. Et si Tshisekedi continue à absorber, n'ose pas, presque des accusations, parce que si l'M23 a réclamé que Tshisekedi rentre ou obtienne son impérium, et qu'aujourd'hui, Ngwanda et son mouvement qui ont prouvé toutes les limites. Je voulais rentrer au fond des choses. Est-ce que ces messieurs-là, de Pareco, ont à dire encore dans ces pays? On a connu 32 ans de Mobutu. Qu'est-ce qu'on a fait? On était en 1960 au même pied d'égalité que l'Afrique du Sud, que le Canada et la Corée. Qu'est-ce que le Congo est devenu aujourd'hui? C'est l'image d'un pays dans une cacophonie démocratique, dans la misère ultra-supra-transcendant et qui ne ressemble à rien, modestement. Tshisekedi devra comprendre qu'il est resté un patrimoine national et que les gens ne peuvent pas passer par derrière lui. Vous avez l'impression qu'on est en train de l'utiliser, de l'instrumentaliser, le nom de Tshisekedi? Tant qu'il n'a pas parlé, ça signifie qu'il y a ce qu'on appelle un silence coupable. Qui n'est dit mot consent, comme l'a dit on peut pécher dans la Bible par omission et par action. Même du point de vue de droit, on peut pécher par inaction et par action. Tshisekedi, tant qu'il ne parle pas, il peut être dans la fourchette des gens qui sont poursuivables parce qu'on utilise les labels de l'UDPS pour déstabiliser l'institution. Mais au finish, madame, Roland a parlé ici de la conférence nationale souveraine. Moi, ça ne me surprend pas. Modestement, c'est ça l'image d'une certaine classe politique congolaise. En réalité, il faut auditer l'État. Il faut auditer le Congolais. Tant que nous ne comprenons pas que les institutions sont au profit de la gouvernance étatique, nous n'allons pas avancer. Les partis politiques deviennent aujourd'hui comme des boutiques pour arriver au pouvoir, pour avoir un poste, pour être ADC. Qu'est-ce qu'on en fait au fond? Mais c'est le but d'un parti politique. Il faut que la loi et c'est maintenant le pouvoir. Donc c'est le maintenant ou jamais. La nuance, c'est que... C'est le maintenant ou jamais pour que l'État puisse s'encadrer. Parce qu'on a une la nuance, machine. c'est que pas une certaine classe politique. Toute la classe. La classe politique en général. Non, moi je pense. C'est ça le problème. Le problème, c'est ça. Il ne faudra pas qu'elle certaine, mais la classe politique. Roland, tous les partis politiques. Il ne faudra pas que l'on joue avec des mots ici. La population congolaise est en train de nous regarder. Nous parlons, j'ai aimé Laurent quand il a parlé de la globalisation de la chose. Nous ne pouvons pas esseler les choses. Marcel Mons dit que les faits sociaux sont totaux et globaux. Nous parlons de cette classe politique congolaise. Attends. Nous parlons de cette classe politique congolaise, encore que je suis en droit de me demander si c'est une classe. Parce que quand on parle de la classe, on voit une certaine notoriété, une certaine noblesse. Ce ne sont pas des politiciens, ce sont des ventriotes manquant de vision. Quand on vient dans la politique,
On a une vision. Qu'est-ce que l'on veut faire de la Paulette, République? j'explique ma pensée Malheureusement, pour qu'on puisse- malheureusement, Je on laisse se terminer. rend compte qu'il n'y a pas de vision. On vient parce qu'on a besoin d'un poste. Et s'il y a un ou deux qui arrivent à se démarquer, mais ils sont engloutis par la globalisation. Encore qu'à ce stade, au moment où mon peuple a encore beaucoup de besoins prioritaires, je ne veux innocenter Moi, personne. pourquoi Vous je parle- terminez pour qu'on pourquoi passe je donne la au deuxième nuance sujet. d'une certaine classe politique congolaise? Parce qu'il n'existe pas, du point de vue logique, je rentre dans une approche sémantique, du point de vue logique, qu'il n'existe pas des principes sans exception. Et si nous disons que nous parlons ici contre toute la classe politique congolaise, nous aurons péché même du point de vue réaliste. Parce que dans ces pays, on en connaît des nationalistes. Je voulais vous citer modestement un certain Lunda Bouloulou qui a constaté qu'il n'était pas possible de gouverner. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a rendu le tablier. Ça, c'est une exception qui doit prouver. Moi, si je dois me réclamer demain comme classe politique, eh bien, je ne serai pas dans la fourchette des vendeurs de vent qui sont en train de faire du clientélisme politique. Voilà pourquoi c'est prudent. Devant les faits, on s'incline. C'est prudent par rapport à l'histoire pour dire que s'il s'agit d'une certaine classe politique clientéliste, mais ce n'est pas tout le Congolais. La Voilà, quasi-totalité Là, l'emporte sur la Nous parlons minorité. du Congo comme nationaliste, il faut le dire, on ne peut pas partir, n'est-ce pas, de la généralité au particulier. Il faut plutôt partir des particuliers vers une généralité. Merci. Merci. Là, nous Vous passons renversez la maintenant vapeur. au second thème. C'est la visite du ministre des Affaires étrangères de la République du Rwanda. Alors, on se pose la question, elle est venue faire quoi chez nous, Roland Issou? Inopportune cette visite. Vous Je ne trouvez, vois si pas c'est ce pour que ça calmer peut la produire, situation, pour se dire les quatre Je ne vérités? vois pas ce que ça peut produire encore. La communauté internationale l'a dit, la MONUSCO l'a dit, on félicite même le gouvernement congolais sur le plan international d'avoir reconnu cette implication rwandaise. Il y a eu de pourparlers, le gouvernement a dit nous respectons les accords, on l'a dit à l'émission passée. Et le Rwanda, ils ont eu de pourparlers avec le Rwanda, mais le principe n'a pas été établi, selon lequel le Rwanda n'avait pas reconnu son implication. Mais il y a eu de preuves. Le Premier ministre est allé à l'Est. Il a vu ce jeune Rwandais recruté par le Rwanda et pour les insérer dans le rang du M23. Donc c'est une guerre qui concerne le Rwanda contre la RD Congo. Alors, voir la ministre des Affaires étrangères du Rwanda venir ici, je ne sais pas encore le contenu de ce message. Mais on a comme l'impression que la population congolaise est fouée, la population congolaise est conduite dans le devoir, comme si rien n'était, comme si elle n'a pas de droit, comme si elle ne sait pas s'exprimer, comme si il y a une certaine réunion contre elle pour l'exterminer, et en ce sens que le Congolais ne sait même pas ouvrir sa bouche. Il y a une personnalification du problème congolais. On a comme l'impression que donc le Rwanda est souverain et le maître de la République démocratique du Congo. Il peut décider du Congo, il peut manipuler les Congolais comme il veut. Lorsque le Congolais décide, reconnaissent cette implication, ils n'ont pas une main pour agir par rapport à la situation. Et le Rwanda qui revient encore au Congo, c'est comme si nous avons un État faible qui ne sait pas se maintenir dans sa position et dire ce qu'il veut réellement. Vous avez l'impression que ça, qu'on n'est pas aussi ferme que ça? Oui et non. Hein. Le dialogue est un agent pacificateur des conflits. Tu l'as dit la fois passée. Donc, elle est venue pour pacifier, pour parler ou pour... Non, madame, passez-moi les termes. J'ai beaucoup de respect pour nos téléspectateurs, mais je crois que ce qu'elle est venue faire, c'est la masturbation intellectuelle. Je ne vois rien. Elle vient une fois de plus prouver à la face du monde que le Rwanda est capable de dribbler la RDC. Prouver une fois de plus au monde que le Congo n'est rien. Nous avons démontré ici que le dialogue étant un agent pacificateur des conflits interhumains, disent les philosophes du langage, le Congo peut dialoguer. Mais il ne faut pas, en dialoguant, rater de cible. Il faut dialoguer avec qui? Si hier, nous nous sommes trompés en négociant avec le RCD, derrière qui le Rwanda était, et nous nous sommes trompés en négociant avec le SNDP, derrière qui le Rwanda était, nous nous sommes négociés en négociant avec tous ces groupuscules armés, alors que l'arbre qui cachait la forêt, c'était le Rwanda. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer à nous tromper en négociant avec le Rwanda,
quand on sait que le véritable arbre qui cache la forêt, c'est pas le Rwanda, c'est plutôt les multinationales et toute cette communauté internationale qui fait au fait du Rwanda. Nous de combattre la communauté internationale ou les multinationales, il faut pas voilà se voiler la face. pourquoi je parle du dialogue. Pourquoi dialoguer avec un fils envoyé par son père pour me martyriser chez moi, que m'effrayer un chemin pour aller directement auprès de ce papa pour lui dire, est-ce qu'il y a moyen d'empêcher à votre enfant de venir faire ses escarmouches chez moi. C'est ça la voie diplomatique que la RDC devrait prendre pour mettre fin à ce qui se passe à l'Est. J'ai toujours dit clairement que l'armée rwandaise, seulement rwandaise, mise en face des FARDC, il n'y a pas match, on peut marcher sur le Rwanda en ayant 24 heures. Mais parce que derrière le Rwanda, je n'ai pas peur de le dire, il y a les États-Unis d'Amérique, il y a la Grande-Bretagne, il y a ceci et cela. Lorsqu'ils se rendent compte que les FARDC, avec Bouja Mambé d'heureuse mémoire, paix à son âme, par exemple, peut arriver à marcher sur le Rwanda, il y a toutes les armes qui viennent de n'importe quel coin du monde pour faire mouche au FARDC. Alors, comme nous l'avons compris... Il y a toujours embargo sur la vente des armes pour la RDC? Allez-y, comprendre, c'est un élément de plus que vous me donnez. Alors, parce que c'est un secret de polichinelle, nous le savons. Pourquoi continuer à nous livrer à la distraction avec quelqu'un qui vient vous donner la position de son pays, comme pour vous rassurer que c'est avec ce dialogue que la guerre à l'Est va prendre fin. Non, on le fait et continuellement, la guerre continue. Les FDLR ne sont qu'une façon de livrer les Congolais à la distraction, étant donné que toutes les rébellions qui ont vécu à l'Est ont eu un même modus operandi. C'est toujours un mécontentement, on prend un territoire et après. Alors là, je vais poser la question à Laurent Nimba. Le Rwanda parle toujours, ou met toujours en avant le FDLR. Ça fait déjà plus ou moins 14 ans depuis la chute d'Abiyarimana que les FDLR sont venus chez nous. Il y a eu une grande partie des Rwandais. Est-ce que ces FDLR ont toujours la même force aujourd'hui? Est-ce que les FDLR ont déjà attaqué le Rwanda? Met-ils vraiment en danger ce Rwanda-là? Parce que c'est la question qu'on se pose. Ils disent que non, c'est pour protéger leur territoire. Mais nous, on se pose la question, est-ce que les FDLR ont déjà menacé le Rwanda? Est-ce que les FDLR mettent vraiment en danger le Rwanda ou ce n'est qu'un prétexte? Ou est-ce que ces FDLR ont toujours la même force qu'ils avaient depuis 1994? Merci Ça fait déjà plus de 10 ans qu'ils sont... Je veux me référer à un livre écrit par Denis Sassou Nguesso intitulé « Parler vrai pour l'Afrique ». Je crois que nous, Africains, en particulier les Congolais, nous avons l'art de confondre les choses. Non, répondez un peu à ma question. Est-ce que les FDLR ont toujours la même force qu'en 1994? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne rentre pas par les FDLR, sinon vous ne comprendrez pas ma réflexion. Je décèle dans ce questionnement une ribambelle de confusion. Je l'ai dit sur ce plateau qu'entre les États, c'est un principe international, il n'y a plus que des intérêts. Il n'y a pas de sentiments. Il n'y a pas de beaux yeux, il n'y a pas de belles cravates. Le Congo est un État souverain. Le Rwanda est un État souverain. Est-ce que moi, journaliste, analyste politique, je peux envier ou en vouloir à un ministre des Affaires étrangères du Rwanda qui vient au Congo? Tout de suite, je vous dis non. Elle fait sa politique, la politique de son pays. C'est plutôt au niveau interne qu'il faudrait, à un moment donné, qu'on se mette d'accord pour voir quel est le taux, quel est le niveau de notre diplomatie. Si le Rwanda est venu au Congo, madame... Et pourquoi nous n'irons pas là-bas? Pour besoin de corriger l'histoire. Il ne faut pas confondre l'implication du Rwanda dans la guerre à l'Est avec le RCD. Et pourquoi partir jusqu'à RCD et sauter l'AFDEL? Est-ce qu'on peut confondre aujourd'hui le RCD et le CNDP? Mais ce n'est pas comprendre l'histoire. Le CNDP est constitué en parti politique. Mais je suis curieux de constater sur ce plateau qu'il y a des gens qui confondent. Au même moment que vous parlez de RCD, au même moment que nous parlons, par exemple, de multinationales, et au même moment que nous parlons de communautés locales, c'est contradictoire. Qu'est-ce que je veux dire au finish? La question ou le questionnement qu'il y a entre le Rwanda, c'est une question géostratégique. Le Rwanda a besoin, jusqu'à ce jour, parce que le Rwanda se sent
comment dirais-je, en insécurité par rapport aux deux génocides qui sont succédés, s'il vous plaît. Oui, je vous écoute. Je donne d'abord les faits avant de donner mon point de vue. Cette insécurité. Le Rwanda dit se sentir dans l'insécurité par rapport à l'Est et que le Rwanda, comme tout État du monde, a besoin de sécuriser le Kivu pour s'organiser chez lui. Ça, c'est du point de vue géostratégique. Sans sentiment. Alors, du point de vue interne, il y a un problème dans les communautés du Kivu. Vous savez qu'il y a un problème entre le Hutu et les Tutsis, mais qu'il y en a qui font exactement, qui sont en train de souffrir au quotidien. Et que quand on amène à ces gens de Kalachnikov pour leur dire, vous pouvez vous organiser chez vous, il y a des gens qui pensent qu'il faut sauter sur l'occasion, chose que je n'encourage pas. Troisième approche. Quatrième approche, les multinationales qui au même moment disent au Rwanda, mais il faut déstabiliser le Congo, au même moment disent aux Congolais qu'il faut d'abord attendre, viennent à leur faveur prendre nos minéraux. Mais si nous comprenons la cartographie de la réalité des choses, en ce moment-là, nous pouvons dire ce qui suit. Point de vue de Laurent Onyemba, le Congo devra arrêter de faire profil bas. Ça signifie qu'il faut une diplomatie agissante. Pour résoudre le problème du Kivu, ça ne suffit pas de rencontrer le Rwanda. On peut rencontrer le Rwanda même pendant 100 ans. On ne va pas résoudre le problème du Kivu. On va le résoudre. S'il vous plaît. Moi, je suis nationaliste et je parle comme nationaliste. Merci de me rejoindre. Il faut corriger l'histoire avant de donner des positions. Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Il faut approcher des multinationales au travers les pays respectifs. C'est ce qu'il a dit. Ça signifie les États-Unis, l'Union soviétique, la France, la Russie et d'autres, pour discuter avec lui en leur disant qu'est-ce que vous voulez au Kivu. Les peuples congolais n'en veulent plus. Vous savez, les révolutions qui sont faites dans le monde, comme en Afrique du Sud, ce sont des mineurs qui les ont conduites. Si donc les Congolais peuvent se prendre en charge sans être extrémistes, ils vont résoudre ces problèmes. Ça ne sert à rien d'en vouloir une dame des affaires étrangères du Rwanda qui vient au Congo. Mais on pouvait par exemple, pas de mécanisme diplomatique, retirer l'ambassadeur congolais du Rwanda. On dit Nkulu Kilombo, tu viens ici à Kinshasa. C'est une façon de mettre la pression diplomatique sur le Rwanda. Ou en disant à la délégation rwandaise, nous ne vous recevons pas. Mais on a vu malheureusement un communiqué conjoint, ambassadeur Rwanda-Congo, sur ce qui se fait à l'Est en disant que le Rwanda s'engage à protéger. Mais le Rwanda est en même temps parti et juge. C'est là où on ne comprend pas. Le Rwanda est accusé d'être derrière cette histoire. Nous sommes en 2008. C'est en même temps un cérémonial officiel transmis sur satellite en direct, organisé à l'époque Tambo Mwamba, ministre des Affaires étrangères. Cette histoire de ZFDLR, nous étions sûrs que le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais avaient mis fin. En disant, ceux qui sont restés, la poignée qui est restée, nous allons les traquer. Ils sont entrés au Maniema, nous allons les traquer. Fini cette histoire. Mais ça continue. Le Rwanda qui revient avec la ministre, pourquoi ne pas en vouloir à cette histoire? Parce que ce sont les Congolais qui sont victimes de ces exactions, de cette implication rwandaise à l'Est. Parce que le MV3, en prenant les armes, ce sont les Congolais, les civils qui sont victimes, qui sont tués. Et on peut dénombrer aujourd'hui à combien? On a déjà dénombré à plus de 8 millions de morts de Congolais. Je pense qu'il est préférable... Encore qu'il faut discuter les chiffres. Il y a des chiffres politiques. Il n'y a pas de problème. 10 000. Je dis malheureusement, c'est la partie du pays je pense que où il y a plus de Congolais, où on vote plus 100% pour certains candidats aux élections. À peu près 8 millions. C'est discutable, tous ces chiffres. C'est ce que je dis, à peu près. Oui. Voilà. Alors, Roland, dites-moi, est-ce que ces FDLR-là, aujourd'hui, menace-t-il exactement le Rwanda peut relever le problème de FDLR aujourd'hui? Le gouvernement congolais doit arrêter de faire le profil bas. Laurent l'a relevé. Harold dit, dans un langage proverbial, que Laurent l'a rejoint. Quand un père envoie son fils vous agresser, faudrait-il parler avec ce fils ou directement parler avec ce père-là? Parce que c'est un problème, nous l'avons reconnu, de multinationales et de la communauté internationale. Que la diplomatie congolaise puisse faire profil maintenant élevé pour rencontrer et apporter de preuves valables. Et que le Congolais, à son retour, la diplomatie est un monstre froid à deux têtes. Une face, c'est la diplomatie. Une autre face, il faut préparer la guerre, il faut préparer l'armée. Mais le problème aujourd'hui que le gouvernement congolais a, c'est de s'organiser sur le plan interne. Nous avons encore jusque-là une armée de juxtaposition. Je relève ce que nous avons dit, nous trois,
dans l'émission passée, c'est un problème de volonté politique dans ce pays. S'il y avait la volonté politique dans ce pays, on aurait une armée qui se respecte, une armée républicaine. Et je crois que le Rwanda ne s'hasarderait pas à envoyer sa ministre des Affaires étrangères à venir dire au Congo, il faut traquer les FDLR. Mais ces FDLR-là, c'est un mythe ou ça existe? Madame, parce qu'on commence à se poser des questions. Hein, ça existe ou quoi? Les FDLR existent, mais pas avec cette armes, capacité cette légendaire. Vraiment. Ils sont fait 10 ans, plus de utilisés 10 ans qu'ils sont comme un mode de trafic par le Rwanda. Le calcul est simple. Je crois que ce soit le Rwanda, que ce soit le même gouvernement congolais, chacun ils utilise utilisent à leur profit. C'est discutable. Le calcul est simple. Le calcul est simple. Les FDLR sont à l'est de la RDC. Mais les minéraux pillés à l'est de la RDC sortent par le Rwanda. Qui les sortent? Les FDLR. C'est les FDLR qui vendent à qui? À Kagame. Alors, vous voulez me dire que ce trafic, cette alliance se fait entre les ennemis? Je dis non. Je ne voudrais pas revenir sur cette contradiction grande que j'ai constatée dans le chef de mon ami et frère Laurent, lorsque je lui parle du dialogue qui doit être fait de manière directe et non par personne interposée. Il a évoqué, il s'est acharné pour me rejoindre en fin de compte. Mais je dis ceci, par rapport à l'est de la RDC, quand j'ai parlé du RCD, je ne me limite pas au RCD. Devant les faits, on s'incline. Les vrais hommes du progrès sont ceux qui ont un profond respect pour le passé. Quand j'ai parlé du RCD, je ne voulais pas le pointer seul du doigt. Je parle de tous les partenaires, au présent, tout comme au passé, qui ont concouru à la déstabilisation de l'Est de la RDC. Pourquoi et Laurent ne me dira pas que le RCD n'est pas en dehors de cela. La liste est exhaustive. Ils sont ça c'est de 1 et de 2. Laurent ne sera pas aussi, Laurent ne sera pas aussi effacé d'un revers de la main. Laurent ne sera pas aussi effacé d'un revers de la main le flirt qu'il y a eu entre le RCD et le Rwanda. Devant les faits, on s'incline, messieurs. Moi, je suis je n'ai jamais fait la guerre. Mon avantage, comme enseignant d'université, c'est que je veux qu'on puisse restituer la mémoire de l'histoire. Et la mémoire, c'est que le RCD a fait la guerre à l'Est de la RDC avec le concours du Rwanda. Sur la question de la guerre à l'Est, je refuse. S'il y a eu, comment dirais-je, cogitation entre les mouvements militaires ou politiques de la rébellion avec le Rwanda, le RCD n'est pas le seul mouvement. Mais c'est ce qu'il a dit. C'est ça que nous avons dit. Il n'est pas le seul. Et pourquoi cet acharnement? Je voulais terminer en disant, nous sommes le Congo. Notre grand Congo a besoin d'écrire la vraie histoire. Pour écrire la vraie histoire, il faut auditer l'État. L'État congolais est un État de pacotille. Et dans tous les secteurs de la vie, c'est comme on a appris qu'on veut aujourd'hui mettre à la place publique d'autres coupures. Voilà, sans maîtriser le cas de macroéconomie. Nous y atterrissons avant que sans nous dire dans une économie dollarisée et basée sur les rumeurs, quelles sont les mesures d'encadrement. Je voulais vous dire que ce n'est pas possible. Il faut que les Congolais soient sérieux et il faut que ça se fasse au niveau de l'État. Chacun en un mot, puisque mon réalisateur est en train de me dire que nous sommes en train de chuter, vraiment par rapport aux nouvelles coupures, je crois que je suis tout à fait d'accord avec mon confrère Laurent en ce qui concerne la dollarisation, la maîtrise du cadre macroéconomique. Par rapport à la sortie de cette nouvelle coupure, y aura-t-il inflation ou pas? Vraiment, chacun en un mot, est-ce qu'il n'y a-t-il pas risque d'inflation? Nous allons prendre ce sujet-là la semaine prochaine. Je doute par rapport à cette histoire-là. Je ne sais pas si c'était opportun aujourd'hui de sortir ce billet à forte valeur faciale. Je ne crois pas que ça soit opportun. Là, c'est un point de vue personnel. Et aussi, aujourd'hui, lorsqu'il faut évaluer les choses, je finis par là, je me dis, les politiques congolais doivent répondre devant l'histoire de ce pays. Laurent l'a dit tout à l'heure, il faudrait que nous auditions notre RD Congo, en ce sens que tous les politiques congolais aujourd'hui, que ce soit ceux qui sont au gouvernement et dans l'opposition, ils ont toujours trahi le pays d'une manière ou d'une autre. Ils ont tendu la main
aux agresseurs de ce pays. Et ce que le pays est devenu aujourd'hui, ils sont les... Ils en sont responsables. Est-ce que les cadres macroéconomiques sont stables aujourd'hui pour sortir ces nouvelles coupures à... Journaliste congolais, j'émets beaucoup de réserves, j'ai grande peur au regard du passé de la République, parce que c'est dans ce pays qu'on a acheté un pain à 10 millions de zaïres. Je crains que cela revienne avec cette réforme ou cette sortie de billets à valeur faciale élevée. Mais au regard de ce qui nous a été donné comme explication à la Banque centrale du Congo, j'ai cru croire que c'est une adaptabilité de la situation macroéconomique par rapport aux billets. Mais si cela est fait dans le respect des normes telles qu'on nous l'a dit, je tire une sonnette d'alarme, je préviens le gouvernement de la République pour que nous ne retombions pas dans ce à quoi on est tombé la dernière fois, dans le cas où ma fille de 3 ans aujourd'hui peut se retrouver millionnaire au Congo, parce que je peux sortir un billet d'1 million de francs congolais et lui donner 1 million qui ne peut lui permettre que de s'acheter un bonbon. Votre dernier point de vue, parce que là c'est vraiment moi je dis ceci parce que je pense avoir suffisamment d'éléments sur cette question. On ne peut pas recourir à la planche à billets pour résoudre un problème de finances dans un État. Nous ne sommes pas dans la planche à billets. Ça, c'est pas la planche à billets. Je commence avec un autre principe. Mais c'est un mauvais principe dans ce cas. Je passe rapidement à la C'est un principe qui cadre pas. Les amis ne sont pas modestes. Non, ils sont pas modestes, mais par rapport à la... c'est la rigueur scientifique. Nous avons aidé en vous disant que c'est pas la planche à billets. Madame, nous avons une économie dollarisée. Je ne suis pas d'accord avec l'avènement de ces billets parce que ça aura une implication directe sur les paniers de la ménagère. Il n'y a pas de mesures d'encadrement pour éviter l'inflation. L'histoire nous prêche. Si nous avons besoin de l'histoire, c'est parce qu'elle doit nous servir de leçon aujourd'hui pour préparer l'avenir. Et Matata a péché, Massangu a trompé. Voilà, mesdames et messieurs, ce sont les derniers mots de mes confrères Harold Badibanga de la RTGA, Roland Isso de Molière Télévision et Laurent Onyemba d'Africa Télévision. Mesdames et messieurs, nous avons décortiqué 3 grands thèmes aujourd'hui: la cacophonie au sein de l'UDPS, la visite du ministre des Affaires étrangères de la République du Rwanda en RDC, l'implication politique ou l'impact politique, évidemment. Nous avons saupoudré vraiment, nous avons passé en quelques minutes l'impact de la sortie des nouvelles coupures d'ici le début du mois de juillet. Merci à vous, très chers confrères, d'avoir accepté notre invitation. J'espère que Web Presse vous permet quand même de comprendre mieux l'actualité, parce que la République démocratique du Congo a besoin de la vérité. La République démocratique du Congo a besoin vraiment qu'elle sorte de cette situation. Nous sommes le grand Congo et moi je suis toujours très fière d'être congolaise malgré tout. Je suis très fière de ma nationalité. Alors, merci à vous, mesdames et messieurs. Jusqu'au bout, Laurent Onyemba. Jusqu'au bout. C'est une république des besoins. Il y a même un ministère par rapport à ça. Voilà, même mesdames aux États-Unis d'Amérique, il y a des besoins. C'est l'affaire. Restez-nous fidèles, restez fidèles à l'émission Web Presse et passez-nous vos suggestions pour nous améliorer. Merci à toute l'équipe technique, merci à mes caméramens, merci à mon régisseur et merci à Gilbert Biladi pour la coordination. Au revoir et merci. Les Lezaki Show. Après cette émission, il y a des gens qui vont aller en